À la une, la Côte d'Ivoire et le Libéria travaillent à la sécurisation de leurs frontières communes et au renforcement de la coopération économique et sociale. Les présidents des deux pays participent au conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens. 3 jours après les attentats de Ouagadougou, le Burkina Faso entame aujourd'hui son deuxième jour de deuil national. 12 policiers français sont arrivés dans le pays pour prêter main forte aux enquêteurs locaux. Didier Vi, département de Béomi, a longtemps souffert d'enclavement. Ce sera bientôt une histoire ancienne puisque le bitumage de l'axe Didier Vi-Thiébissou est en cours au grand bonheur des populations. Lundi 18 janvier, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire hier. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est en visite de travail. Accompagnée de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, elle s'est rendue ce matin à Guiglo dans l'ouest ivoirien. Les deux présidents prennent part au deuxième conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens de Côte d'Ivoire et du Libéria. Il s'agit d'œuvrer au renforcement de la coopération économique, sociale et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Poursuivons avec ce communiqué de la présidence. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à la presse et aux médias, aura lieu le mercredi 20 janvier 2016 à 16h au Palais de la Présidence de la République. Sont conviés à cette cérémonie les organisations professionnelles de la presse et des médias et les organes de presse nationale et internationale. Les cartes d'invitation sont à retirer au Palais de la Présidence de la République auprès du service de presse 6 au bâtiment des conseillers. Ce sera le lundi 18 janvier 2016 de 12h à 18h, aujourd'hui donc. Deuxième jour de deuil national au Burkina Faso après les attaques meurtrières de vendredi dans un hôtel et un café-restaurant. Le Premier ministre malien s'est rendu sur place. Le Burkina Faso et le Mali, victimes d'attentats en novembre dernier, s'engagent à mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Christelle Menin. On a retrouvé leurs traces. C'est là qu'ils ont été abattus, au pied du bar. Le Premier ministre malien et son homologue burkinabé, hier dimanche, sur les lieux de l'attaque du splendide hôtel à Ouagadougou. On a 32 corps, oui, dont les 3 djihadistes. Voilà. Combien de nationalités? C'est ça, nous sommes sur ça, mais ça dépasse les 5. Le Mali a été touché il y a peu par une attaque terroriste. La présence de Modibo Keïta sur les lieux du drame, un signe de compassion et une volonté de lutter ensemble contre le terrorisme djihadiste dans la région. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Défendre l'idée selon laquelle il faut avoir un groupe d'intervention rapide au niveau du 5 Sahel. Voilà des actions concrètes. Je pense qu'il y a une volonté politique très forte de la part des deux États de mutualiser leurs efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Premier résultat de l'enquête, il s'agirait de 3 djihadistes, tous des hommes, au lieu de 4, comme annoncé plus tôt. Ils seraient arrivés à bord de véhicules immatriculés au Niger. Ils auront fait 29 morts et une trentaine de blessés, selon le dernier bilan du ministère burkinabé de la Sécurité intérieure. Retour en Côte d'Ivoire pour la signature de convention entre le service civique d'action pour l'emploi et le développement et la cellule de coordination. Il est question de permettre une meilleure insertion des jeunes sans qualification. Herman Yamia. L'insertion durable des jeunes à risque ou vulnérables plus qu'une nécessité pour le gouvernement ivoirien. Des actions sont donc menées afin de leur offrir des opportunités d'emploi. C'est tout le sens de cette signature de convention entre le service civique d'action pour l'emploi et la cellule de coordination de suivi et de réinsertion au profit des jeunes de la commune d'Edabou. La question du traitement par une insertion durable des jeunes à risque ou vulnérables est plus qu'une nécessité. Il s'agit de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature de la convention de ce jour s'inscrit dans une perspective de durabilité, car le défi se présente maintenant à nous, dans ces termes que la Côte d'Ivoire veut être émergente à l'horizon 2020, et c'est par le traitement durable de la problématique de la resocialisation en vue d'une insertion réussie des jeunes que cela doit passer.
Ce partenariat entre ces deux structures va permettre aux jeunes de 18 à 30 ans en voie de marginalisation, sans diplôme, sans qualification et sans titre professionnel, de bénéficier d'une formation qualifiante d'une durée minimale de 12 mois, dont 3 de formation civique et citoyenne. Par cette convention, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion s'engage, par la voix de son coordonnateur Ago Christian, à mettre à la disposition du service civique d'action pour l'emploi et le développement les infrastructures, le matériel et les compétences pour réussir l'insertion durable des jeunes bénéficiaires. L'objectif général est de permettre une resocialisation réussie des jeunes dans des centres de formation résidentielle dont l'encadrement et les règles de vie s'inspirent du modèle militaire afin de donner aux stagiaires un cadre d'éducation et d'instruction très favorable à leur insertion ou réinsertion socio-professionnelle. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est un programme de l'Union africaine. Il vise entre autres la promotion de la bonne gouvernance. Il vient de signer une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Le pays qui vise la bonne gouvernance et la transparence veut être évalué par cette structure internationale. Éric Goré. La signature du mémorandum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. La Côte d'Ivoire s'engage à travers ce acte qui permet d'installer la commission locale de cette structure internationale dans notre pays. Cela fait suite à un séminaire de formation des différents membres de cette commission locale. En signant ce document, la Côte d'Ivoire accepte de se faire évaluer par le MAEP. Tous les secteurs sont concernés, entre autres l'éducation, la justice et les droits de l'homme. C'est un signe de transparence et de bonne gouvernance selon le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son hôte, le panéliste en charge de la Côte d'Ivoire du MAEP. Donner carte blanche au panéliste en chef pour qu'il fasse son travail sans interférence aucune. Dans toutes les procédures qu'on vient d'énumérer, qu'on vient de discuter avec le ministre point focal, il n'était pas seulement d'accord, mais ils sont déjà en avance. Par exemple, nous venons de dire le point de vue finance. Certains pays, en commençant leur évaluation, n'ont pas mis la procédure financière. Pendant 18 mois, les techniciens du MAEP vont s'imprégner des réalités de la Côte d'Ivoire, ce qui leur permettra d'avoir une idée de sa politique de bonne gouvernance en vue de l'orienter. Premier congrès régional sur le développement de l'hospitalisation privée en Afrique. Des experts de 12 pays ont planché sur la redynamisation du système sanitaire sur l'ensemble du continent. Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, 2/3 des établissements sanitaires privés fonctionnent en toute illégalité, sans agrément du ministère en charge de la Santé. Une situation similaire dans plusieurs pays africains. Pour pallier ces problèmes, les experts de santé œuvrant dans le domaine privé de la santé prennent part au premier congrès du Hospi Africa 2016, une plateforme d'échange d'expériences des principaux acteurs de l'offre de soins sur les problèmes liés au développement du secteur de l'hospitalisation privée. Nous savons que nous avons tous les mêmes problèmes dans nos différents pays. Nous disons qu'il n'y a pas deux systèmes de santé, il n'y a qu'un seul système de santé. C'est un système de santé national qui soigne toute la population des pays ici présents. 3 jours durant, ces experts de santé, venus de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et du Nord, ont donné 30 communications sur le système de santé. Le but, identifier les insuffisances du cadre institutionnel et réglementaire de développement de l'hospitalisation privée en Afrique afin d'apporter des solutions. En Côte d'Ivoire, l'hospitalisation privée assure aujourd'hui près de 40% de l'offre de soins de santé du pays, ce qui constitue un maillon important de notre système de santé. Mais des efforts restent à faire pour améliorer la qualité des soins. C'est le but de Hospi Africa 2016 organisé par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI. 5 structures sanitaires des régions du Guémon et du Tongpi viennent de bénéficier de réhabilitation complète. Des dispensaires, maternités et forages d'eau ont été construits et réhabilités. Ce sont 140 millions de nos francs qui ont été investis. Au total, ce sont 5 structures sanitaires qui ont bénéficié d'une réhabilitation entière. Le centre de santé de Sémian dans le district sanitaire de Kubli, les dispensaires des villages de zone Egbenta dans le département de Danané et les dispensaires de Glepleu et Bientro 2 situés à Zogne.
Ces centres de santé, totalement en ruine, aujourd'hui ont fière allure. Logement d'infirmiers réhabilités, forage d'eau, latrines modernes, unité de gestion des déchets médicaux construits, équipements en énergie solaire et en matériel biomédicaux. Une action de l'ONG International Rescue Committee IRC qui a pour but d'améliorer l'accessibilité des services de santé aux populations, notamment les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. Coût global des investissements, plus de 138 millions de francs CFA. Un véritable soulagement pour les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, je travaille 24 heures sur 24 heures. Quand j'arrive, il y a la lumière. J'ai un lit d'accouchement. Quand on regarde l'hôpital même, on dirait on va venir dormir à terre ici. C'est très bien réhabilité. On n'accouche plus dans la brousse, dans la main des vieilles femmes avec leurs médicaments. Façon là, c'est à l'hôpital maintenant que nous venons. C'est un grand soulagement parce que nos inquiétudes aujourd'hui, c'est la réhabilitation de tous les centres qui sont souffrants, c'est l'équipement, c'est les moyens logistiques. Et avec l'appui de l'IRC, non seulement on a ces appuis en termes d'infrastructure et de logistique, mais même dans le fonctionnement, les agents sont appuyés pour mener à bien les activités en stratégie avancée comme mobile. Effectivement, les responsables de ce projet, à la remise officielle de ces infrastructures, ont traduit toute leur volonté de faire plus encore pour les années à venir. En 2016, ces actions vont se poursuivre et être encore plus renforcées. Notamment, nous allons pouvoir doter ces structures de santé de matériel roulant. Ce projet de renforcement du système de santé s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Dans la région du Gontougo, l'ONG La Vie vient en aide aux malades de la hernie. Ils sont 300 à avoir bénéficié d'interventions chirurgicales et de soins médicaux gratuits. Mamadou Kwasi. Ils sont au nombre de 300 d'obédiences politiques, ethniques, religieuses et sociales différentes. Mais ils ont en commun un mal, la hernie, qui les ronge depuis des décennies. Certaines personnes issues de la région de Gontougo ont même perdu leur dignité à cause de cette maladie, qui touche des centaines de personnes dans cette région située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ces personnes se sentent soulagées grâce à l'ONG Vie. Depuis 2010, j'ai vu cette maladie et je me suis promené dans tous les hôpitaux. Le prix qu'on me dit, je ne pouvais pas, puisque je n'ai pas de moyens. C'est ainsi, la fois dernière, mon ami m'a informé que le président Soroguom qui a envoyé une ONG pour nous opérer. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé, on m'a opéré, rien ne s'est passé, aujourd'hui je suis bien content. Toute la population du Gontougo le remercie. Vraiment, ONG est arrivé pour nous soigner gratuitement. Vraiment, nous, on n'a rien à dire. Tout simplement, le remercie de ce qui a été fait. Vraiment, nous sommes guéris. Chaque personne bénéficie gratuitement de la prise en charge médicale ainsi que des soins post-opératoires. Le port des charges lourdes serait la cause de la hernie. Selon Simon Soro, vice-président de l'ONG Vie, cette action sociale vise à accompagner les populations du secteur agricole dans la réalisation de leurs activités quotidiennes. Les autorités municipales et les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'ONG Vie et à ses responsables pour cette action humanitaire. Avant Bondoukou, l'ONG Vie a sillonné plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, entre autres Ferkessé-Tougou, Boaké, Azopé, Agboville et Boaflé. Dans chacune de ces localités, Simon Soro et ses camarades ont fait opérer gratuitement au moins 300 personnes, avec à la clé la prise en charge des soins post-opératoires. Direction Sakassou, dans la vallée du Bandama. Des jeunes déscolarisés ou diplômés ont décidé de retourner à la terre. Ils rencontrent cependant des difficultés liées notamment à l'accès aux terres culturelles, à la cherté des intrants et du matériel agricole. Soro Corona et Charles Tato. Ces rizières, champs d'igname, de manioc et de cultures maraîchères appartiennent aux jeunes diplômés et déscolarisés retournés volontairement à la terre. Nous sommes à Nguessan-Bokukro, dans le département de Sakassou. Ici, le jeune Kwadio Nguessan Michel est diplômé en économie. Il est retourné à la terre il y a de cela 3 ans. Il y a eu un BTS en finance comptable. Après ça, bon, j'ai fait le cycle ingénieur. Il y a eu un CDD à Abidjan. Quand le CDD a pris terme, je n'arrivais plus à payer mes coûts. Donc, je faisais assez de demandes et il n'y avait pas de suite à mes demandes. Donc, ne pas vagabonder dans Abidjan. J'ai préféré rentrer au village pour travailler la terre. Comme lui,
Dans ce village, une dizaine de jeunes ont choisi le retour à la terre pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Ayant quitté les études, j'ai préféré venir à la terre pour avoir un peu sur moi, pour pouvoir mener une vie abordable. Ce retour au village n'a pas été facile pour ces diplômés et déscolarisés. Le concours de certains dévanciers et autorités coutumières a été nécessaire. Quand ils viennent, j'ai dit que le travail là, de la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. Il faut être endurant. Aujourd'hui, ces jeunes diplômés et déscolarisés sont les meilleurs producteurs de Nguessan-Pokukro. Cependant, ils éprouvent encore d'autres difficultés. Les difficultés de matériel. On n'a pas aussi la trésorerie pour pouvoir financer ou bien prendre la main-d'œuvre pour nous aider. Donc on est seul. À Sakassou, le retour volontaire des jeunes à la terre est une réalité. Cette volonté de la jeunesse est soutenue par les autorités administratives. Ces jeunes-là existent dans les 3 sous-préfectures. Le conseil régional accompagne certains de ces jeunes-là qui veulent bien revenir à la terre. Ces retournés volontaires à la terre appellent les jeunes ivoiriens à suivre leur exemple. Avec le rendement de ces jeunes retournés à la terre, on peut donc le dire, l'une des solutions à l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire reste le retour à la terre. C'est fini l'usage de la craie et du tableau noir au lycée classique 1 de Bouaké. Pourquoi le marqueur et le tableau blanc prennent-ils leur place? Les avantages pour les enseignants et pour les élèves dans ce reportage signé Léon Brou. Bouaké, lycée classique 1, des marqueurs à la place de la craie sur des tableaux en formica. Un changement depuis la rentrée des congés de Noël dans les 44 classes de l'établissement. Je vois très bien au tableau. Et puis, bon, c'est un coup de pouce vers l'émergence. Avec ce tableau, nous détachons de la poudre de craie, ici, voilà. Et puis également, pour l'effacer, c'est encore très simple, très pratique et ce n'est pas aussi salissant. L'entrée du marqueur et du tableau en formica au lycée classique 1, une première à Bouaké pour répondre à la doléance des enseignants. Il s'agit de contourner la menace de la poudre de craie sur la santé, une menace bien connue de Serge. Je suis vraiment le plus heureux parce que l'année dernière, j'ai piqué une crise due à la poudre de craie. J'ai dû faire des radios au niveau donc des poumons. J'ai trouvé qu'il y avait des résidus solides à l'intérieur et qui ont même dégradé une bonne partie donc, des poumons. Nous avons donc proposé à la réunion de rentrée de cette année à M. le proviseur de remplacer la craie par des marqueurs. Tous les tableaux ont été remplacés. Le CNSI voudrait le remercier de façon particulière. Les 44 tableaux à marqueurs auront coûté 2 500 000 francs CFA, un financement tripartite COGES, personnel et établissement. C'est la première phase. Les tableaux sont au milieu. Il y a encore de l'espace qu'il faut combler. Nous allons nous y atteler. Cette réalisation, certes une innovation, mais pas suffisante pour redonner à cet établissement son lustre d'unique lycée d'excellence. Il faut entièrement réhabiliter le lycée classique 1 de Bouaké. Didier vit dans le département de Béoumi a longtemps souffert d'enclavement et ce sera bientôt du passé puisque l'axe Didier-Thiébissou est en cours de bitumage au grand bonheur des populations. Eugène Atoubé. De l'hôpital général à la sortie de la ville où se trouve le lycée moderne, la perspective est merveilleuse, surtout avec le coucher du soleil. Image de fin d'après-midi à Didier-Vie. La ville, en certains de ses aspects, porte encore les marques du passage du président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État il y a 2 ans. C'était en juin 2013. Les populations s'en souviennent. Notre première demande, c'était d'avoir le goudron, le bitume. Et effectivement, nous sommes en train de voir le goudron. On remercie M. le Président pour le travail qu'il est en train de faire. Comme nous sommes en train de voir déjà les faits, en tout cas, nous sommes contents. Thiébissou Didier-Vie, 40 km de piste, un véritable parcours du combattant et bientôt souvenir. Les travaux sont pour l'heure au stade de débroussement et de terrassement. Le bitume que tout Didier-Vie attend avec impatience porte tous les espoirs et symbolise pour les populations un pas de géant vers le développement. Ils sont en train de faire la route de Thiébissou, Didier-Vie, et on dit encore ça va aller jusqu'à Bokanda.
Bokanda, Daoukro. Je souhaite aussi qu'on ait encore ce goudron, le bitumage, Boaké, Didier Vie, Demokro. Là, on sera complètement sauvé. D'autant que Didier Vie peine à sortir de sa léthargie du fait de son enclavement. Une localité pourtant ouverte géographiquement sur plusieurs départements. À cette réalité s'ajoute la pauvreté du sol favorisant l'exode massif des populations vers les zones forestières et le départ des jeunes vers des localités où ils espèrent trouver de meilleures opportunités pour leur réalisation. La moitié des jeunes ne travaillent pas, ils sont en chômage. Nous, on demande les autorités, surtout les hauts cadres d'ici, qui s'entendent pour venir, en tout cas, trouver solution à ça, sinon ce n'est pas facile pour Didier Vie. En attendant le bitume, le sentiment de mal-être anime toujours les populations. Ce qui nous frappe, c'est d'abord la manière dont la ville est délaissée. On constate que vraiment, les voies sont vraiment dégradées. Franchement, quand on voit ça, ça nous désole beaucoup. C'est une réalité. Les fonctionnaires qui arrivent ici ne mettent pas assez de temps qu'il faut et puis ils demandent à partir. Cela est un handicap pour la région et pratiquement ça porte un préjudice dans tous les autres secteurs de la fonction publique. La mairie de Didier Vie essaie à qui mieux d'engager les jeunes dans des projets porteurs et bancables. Mais le principal obstacle reste le manque de moyens, comme expliqué ici par les autorités municipales de Didier Vie. Conséquence, de nombreux projets de développement attendent toujours le financement pour exécution. À l'exemple du marché, dans une ville au nom évocateur, mais où tout reste à faire. Les populations du canton Palaka dans la région du Tchologo ont décidé de mettre fin aux mésententes qui les séparent depuis des années. Chefs traditionnels et ressortissants du canton se sont rencontrés pour échanger et tenter d'aplanir les angles. Amsa Diaby. Face aux nombreux problèmes de division qui existent entre les filles et fils du canton Palaka, l'association des chefs du village du canton a fait le déplacement d'Abidjan ce dimanche pour rencontrer les cadres du canton et amorcer le processus de réconciliation. Bon, nous on leur demande pardon, qu'ils puissent nous accepter, arriver au village, qu'on puisse se comprendre et régler tout ensemble pour que le pays avance. Notre canton avance. Les ressortissants du canton regroupés au sein du Haut Conseil pour le développement du canton Palaka, conscients des différends entre eux, se disent disposés à faire chacun un pas pour pardonner et accepter l'autre dans sa différence. La cohésion, tout comme la paix, se construisent non pas avec des briques de désespoir, mais avec des notes d'espoir. Il faudrait que, main dans la main, femmes comme garçons, enfants comme vieillards, nous puissions, à l'invitation d'un chef, taire nos différences. Les participants à la rencontre de ce jour saluent la démarche. Je crois que cette réconciliation qu'ils demandent, elle est salutaire. Parce que si nous voulons que le canton Palaka sorte de sa léthargie, il est tout à fait important que tous les fils et toutes les filles de ce canton se rassemblent et fédèrent leurs forces. Depuis sa création en janvier 2012, le Haut Conseil pour le développement du canton Palaka a mené plusieurs activités ou actions en faveur de l'union, de la cohésion sociale et du développement du canton. Ce sont entre autres la mise en place d'un programme de scolarisation de jeunes filles du canton issues de familles défavorisées, la remise d'une ambulance au centre de santé de Kumbala et la mise en œuvre du programme de recensement de tous les bas-fonds susceptibles d'être aménagés en vue de l'installation des jeunes agriculteurs. Le canton Palaka regroupe les deux sous-préfectures de Kumbala et de Togoniéré. Il comprend 34 villages et 11 campements. Rencontre à Boaké de 5000 chasseurs traditionnels d'Ozo. La confrérie des d'Ozo de Côte d'Ivoire veut mettre de l'ordre dans sa corporation. Elle a sensibilisé ses membres sur leur rôle dans la société et sur le bien fondé de l'opération de recensement en cours. Soro Corona et Kwadio Kwame. Plus de 5000 chasseurs traditionnels de la confrérie des Dozo venus de toute la Côte d'Ivoire sont à Boaké. Cette rencontre rentre dans le cadre d'une tournée nationale initiée depuis 2 ans. Au centre de ce rendez-vous mensuel, la sensibilisation des Dozo sur leur rôle et l'organisation de ses membres à travers le pays.
Abordant le premier point, le président national des Dozo, Bamba Mamadou, a exhorté ses condisciples à éviter de se substituer en agents de force de l'ordre. Il a invité les membres de la confrérie à être des protecteurs des populations en accompagnant le gouvernement dans sa vision d'une Côte d'Ivoire sécurisée et paisible. Les chasseurs traditionnels d'Ozo ont été également exhortés à toujours respecter les mesures interdisant la chasse pour éviter l'intrusion des faux Dozo dans leur corporation. Les Dozo de Côte d'Ivoire mènent actuellement une opération de recensement des chasseurs traditionnels. Les Dozo sont des protecteurs de la société traditionnelle à travers leur maîtrise de la forêt. Ils ont également pour mission de sécuriser les populations dans les villages. Après un demi-siècle d'existence, le cinéma ivoirien veut relever le défi de la formation. Un outil indispensable pour la professionnalisation de la filière, des écoles d'actorat ouvrent leurs portes dans le pays. Cita Soro. Quel parfum! Il doit être aussi puissant que notre ami demi-dieu. Passé l'époque où l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire était de celles qui faisaient parler d'elle, où les salles de cinéma entraînaient du beau monde. Aujourd'hui, seuls quelques films font l'affiche des salles de cinéma. À ce sujet, une préoccupation demeure, le manque de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent se former un peu sur le tas. Tous ces métiers-là s'apprennent. Être acteur est un métier, il faut l'apprendre. La professionnalisation du métier est un défi à relever. Des écoles spécialisées apportent aujourd'hui leur contribution en formant, par exemple, dans le domaine de l'actorat, avec l'acquisition de techniques et de savoir-faire étant indispensable à la profession. L'école d'actorat qui s'ouvre est une école pour apprendre à faire du théâtre, donc plus tard du cinéma. Les acteurs et le cinéma ivoirien pourront ainsi être plus compétitifs au plan national et international. C'est de créer les conditions d'une formation efficiente qui donne la possibilité à des personnes qui veulent embrasser ce métier d'être complets et donc d'être dans leurs prestations des personnes qui peuvent prester en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, un peu partout. Donc il faut leur donner cette chance-là. Le cinéma est une industrie qui compte dans le PIB des pays comme le Nigeria, qui aujourd'hui est une puissance économique. Quand une puissance économique a le cinéma comme un maillon essentiel de son économie, pour moi, il n'y a même plus à réfléchir. Faisons en sorte donc que le cinéma ivoirien puisse aller là où il faut. 50 ans après, les Ivoiriens nourrissent un secret espoir de voir le cinéma revenir à ses heures de gloire avec le souvenir de grands noms tels que Fatika Kramo Lanciné, Roger Nyuambala, Feu Henri Dupac et Yeo Kozoloa, pour ne citer que ceux-là qui ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien. Elle a 59 ans et c'est la première femme élue présidente de la République de Chine, le nom officiel de Taïwan. Ex-technocrate et docteur en droit, elle remporte haut les mains la présidentielle avec 56,12% des suffrages exprimés contre 31,4% pour le parti au pouvoir. Tsai Ing-wen assure pour la première fois à son parti une majorité absolue au Parlement. Un résultat électoral qui apparaît révolutionnaire dans un pays où la gente féminine a toujours été tenue à l'écart des plus hautes sphères politiques. Les États-Unis ont annoncé hier dimanche de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran, alors même que le président Barack Obama venait de saluer les progrès historiques réalisés grâce à la diplomatie au lendemain de la levée des sanctions sur le programme nucléaire iranien. Les présidents ivoiriens et libériens sont arrivés aujourd'hui à Guiglo, dans l'ouest ivoirien. Ellen Johnson Sirleaf et Alassane Ouattara prennent part au deuxième conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens de Côte d'Ivoire et du Libéria. Il s'agit d'œuvrer au renforcement de la coopération économique, sociale et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20h avec Khalid Yarasouba pour un nouveau journal sur RTI 1. Très bonne journée à toutes et à tous.